Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien, maintenant, donc, après avoir vu dans la première partie le pourquoi on dit que le Japon est la deuxième puissance mondiale, c'est-à-dire quelles sont les performances qui ont fait que le Japon soit la deuxième puissance économique mondiale. Nous allons voir ici dans le grand 2 maintenant quels sont les instruments, quels sont les éléments sur lesquels le Japon va se baser pour asseoir toutes ces politiques qu'il a eu à mettre en place dans le grand 1. D'abord, premier atout du Japon, c'est que c'est un pays qui est très peuplé sur le plan démographique. Mais d'abord, ce qu'on peut remarquer ici, le Japon a une superficie de 377 000 km². Donc vous voyez que ce n'est pas un vaste ensemble si on le compare à l'Union européenne, si on le compare aussi à l'espace nord-américain. Malgré toute sa puissance économique, ce n'est pas un vaste ensemble. Deuxième élément ici, c'est que le Japon a une population ici de 127 millions d'habitants, soit environ une densité de 380 habitants ici au kilomètre carré. Donc là, cela est dû d'abord par son espace qui est réduit, mais par sa très forte population qui fait que donc là, les habitants japonais sont entassés donc là, dans des portions de terre. Donc ça, c'est les trois premiers éléments donc là, sur le plan de la population. Autre élément ici, c'est que sur le plan, si on tient en compte sa démographie, le Japon est la 9e puissance démographique. Le Japon ici est la 9e puissance démographique mondiale, alors que c'est un pays seulement, ce n'est pas un ensemble, mais c'est un pays qui figure qui à la 9e place au niveau mondial sur le plan démographique. Et aussi, malgré tout cela, ce qu'on peut retenir par là, c'est que la population japonaise, le Japon possède la première population mondiale la plus active. Mais aussi, non seulement elle est active, elle est nombreuse, mais elle est bien formée. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si on prend sa population, la quantité de main-d'œuvre que nous avons au Japon, c'est une quantité très énorme au regard même de sa population qui est comme je l'ai dit tantôt, de 127 millions d'habitants. Mais aussi, elle est nombreuse, la main-d'œuvre, elle est nombreuse, elle est abondante et à bon marché. Mais aussi, la main-d'œuvre, elle est bien formée comparée aux autres pays qui se trouvent dans l'espace de l'Asie-Pacifique. Et ce qu'on peut retenir par là aussi, c'est que le niveau professionnel à l'embauche au niveau du Japon est très élevé et cela représente même un atout pour les entreprises. Parce que si on prend les gens, les demandeurs d'emploi qui tapent à la porte des entreprises et que l'on voit que ces demandeurs d'emploi-là sont des gens qui sont qualifiés, qui sont bien formés, ça veut dire que les entreprises donc là, fonctionnent bien. Et nous allons voir après, donc là, même le mode de fonctionnement au niveau de l'entreprise qui favorise même les performances économiques. Et l'autre élément aussi à prendre en compte, toujours par rapport à cette population, c'est que l'ardeur au travail caractérise la main-d'œuvre japonaise. Parce que les gens ont l'amour du travail au niveau du Japon. Les gens ont l'amour d'aller en avant. Dans les entreprises, les gens mettent en place d'abord les performances de l'entreprise au cœur des performances individuelles. Ce qui fait que là, les gens, ils considèrent l'entreprise comme même leurs propres enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit que la main-d'œuvre qu'on a sur place est une main-d'œuvre qui a une certaine ardeur au travail. Et on peut même parler de religion du travail au Japon. Parce que pour eux, le travail, donc là, et qui se manifeste par pratiquement 44 heures par semaine. Si on le compare, par exemple, aux autres pays comme la France, où on n'a que 30 heures, voire même 36 heures par semaine. Donc on voit que même la population japonaise est une population qui a l'amour du travail.
plus les nombreuses heures supplémentaires qu'on peut y ajouter, et mieux encore, le Japonais n'a que 20 jours de congé par année. Là où les autres en ont 30, d'autres en ont plus, presque 36. Donc là, le Japonais n'a que 20 jours de congé par année. « 20 jours de congé, donc ça veut dire que presque la plupart de son temps, le Japonais le passe au travail. Par ailleurs, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la société japonaise a le niveau de vie le plus élevé au monde. Parce que tout simplement, les gens ils consomment. Et ils consomment de qualité. Donc, voilà pourquoi on a dit. Et là, on peut même dire qu'elle est la première société de consommation en Asie et la deuxième au monde derrière les États-Unis. Parce que tout simplement, tout à l'heure, on avait parlé du fait que le consommateur japonais est très protectionniste. Il préfère d'abord consommer tout ce qui est japonais au lieu de consommer tout ce qui est étranger. Voilà pourquoi aussi la société de consommation japonaise est derrière celle des États-Unis la plus élevée au monde. Et là, c'est avec les critères du PNB, là, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que le PIB même par habitant au Japon est très élevé et le Japon a presque le plus grand IDH au monde, avec 0,900 et quelques. Donc, qui est presque à 1. L'IDH japonais, l'indice de développement humain japonais, qui est très, très élevé. Et avec tous ces critères, donc là, on peut même dire sur le plan de l'IDH, le Japon est parmi les 10 premiers au monde, et sinon même les premiers au monde en termes d'IDH. Mais les autres éléments maintenant qui viennent et qui apportent, donc là, ce plus, surtout sur le plan social, c'est que ici, la quête du consensus et la solidarité demeurent les principaux fondements de la société japonaise. Au Japon, tout est consensus, avant que les gens ne puissent partir au vote. Tout est consensus. Presque partout, la priorité est donnée au consensus plutôt qu'aux querelles. Et cela va se sentir même au niveau des chefs d'entreprise. Là-bas, les chefs d'entreprise japonais, donc là, mettent en place l'intérêt collectif, c'est-à-dire l'intérêt de la nation japonaise, en lieu et place de leur propre intérêt. Et c'est ça qui est vraiment un atout pour une économie, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, l'intérêt collectif ici est mis à profit plutôt que l'intérêt individuel. Et en plus aussi, le Japonais accorde une importance fondamentale aux liens communautaires. Les liens communautaires sont très importants. La famille, l'entreprise, l'État. Donc, il y a aussi le respect de la hiérarchie au Japon. Donc, cela est dû peut-être sur le plan religieux. Donc là, parce que la religion shintoïste, la religion shintoïste ici occupe une place très importante dans la société japonaise qui fait que le japonais donne beaucoup plus d'importance donc là, à la hiérarchie. Partout où le japonais est, le Japon donne de l'importance à la hiérarchie. Donc là, il y a une certaine catégorisation au sein de la société japonaise. Et aussi, il y a aussi l'influence confucéenne. Donc là, comme pour dire que, donc là, et mieux encore, cette soumission au groupe même et au patron explique le pourquoi le japonais, même la tenue de travail, le japonais l'arbore fièrement. Il arbore fièrement sa tenue de travail dans son lieu de travail, mais il n'hésite même pas à chanter l'hymne de l'entreprise, comme pour montrer l'amour vraiment qu'il éprouve pour son entreprise. Et les séances de gym aussi collectives chaque matin, quotidienne, dans l'entreprise sont respectées par tous les employés. Là, c'est ça qui fait que vraiment, sur le plan social, sur le plan démographique, le Japon a une longueur d'avance par rapport aux autres pays du monde grâce à l'amour du travail que le Japonais voue à son économie. Bien, donc deuxième élément ici, donc, qui constitue un instrument de la puissance japonaise, c'est une organisation économique originale et efficace. Pourquoi l'organisation économique du Japon est originale? C'est qu'ici, en premier lieu, les structures de l'économie sont largement concertées. Par exemple, dans la majorité des entreprises, ce qu'on peut appeler ici les cercles de qualité réunissent les employés d'un même secteur pendant des heures pour étudier collectivement les moyens d'améliorer la qualité du produit et de la productivité. Parce que tout simplement, là-bas, c'est
les avis de tout un chacun dans chaque industrie, si on prend par exemple l'industrie de l'automobile japonais, si on prend les gens qui travaillent dans, supposons la production de moteurs, mais tous les éléments qui sont dans la production de moteurs se réunissent chaque fois pour essayer chacun de donner son point de vue sur comment confectionner le moteur, comment améliorer la qualité du moteur dans d'autres parties de la voiture aussi. Les gens qui travaillent dans ce secteur-là aussi se réunissent tout le temps pour échanger. Donc, c'est cette concertation qui existe dans l'industrie, dans l'économie japonaise, qui fait que le Japon a un atout par rapport aux autres pays où pratiquement des fois les gens ils mettent en place de l'ego professionnel au détriment donc là de la collectivité. Mais ici, au niveau de la production, d'abord la concertation est la première des choses. Et comme je l'ai dit, c'est la concertation dans des cercles de qualité. Dans chaque entreprise, c'est ça même qui favorise même la performance d'une entreprise. Si on fait, raison pour laquelle même si vous prenez dans pas mal de pays maintenant, dans pas mal d'entreprises, dans tous les pays du monde, les gens ont copié ce modèle japonais. Ce qu'on peut appeler en anglais donc là, le team building, donc là qui est un modèle économique qui est utilisé dans pas mal de structures économiques, dans toutes les grandes entreprises. Vous allez voir que même dans toutes les entreprises, les gens ils prennent des temps, des mois pour se réunir afin de pouvoir chacun donner son avis sur la bonne marche de l'entreprise. Surtout si on prend des entreprises, des industries où il y a plusieurs secteurs. Parce que si on prend depuis la révolution industrielle, il y a ce qu'on appelle la concentration verticale et la concentration horizontale. Donc, c'est avec ce modèle de concentration, là, les gens ont essayé de mettre en place ce système économique-là et qui a bien donné ses fruits, qui a bien donné des résultats dans pas mal d'industries. Et la concertation ici s'effectue aussi, malgré que ça s'effectue dans les entreprises, mais ça s'effectue entre les grandes entreprises, chose qui est rare. Parce que dans un pays où il y a de très grandes entreprises, où la concurrence doit être de rigueur entre ces entreprises-là, mais ces gens-là, ils préfèrent la concertation entre eux. Et c'est ça qui a permis aux Japonais de mettre sur orbite de grands capitaines d'industrie. Parce que tout simplement, il y a des échanges qui se font entre les capitaines d'industrie, entre les grandes entreprises. Donc, mais aussi aidés en cela par les milliers d'affaires, aidés en cela par le pouvoir politique. Mais autre élément qui vient s'ajouter ici, c'est les PME. Les PME, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui jouent un rôle très important donc là, depuis l'ère Meiji. Donc, et la plupart de ces PME-là sont surtout réservées aux travaux de sous-traitance, mais surtout au niveau de la technologie. Elles jouent autant pour moi un rôle très important dans la technologie, mais dans la sous-traitance. Voilà pourquoi aussi. Et là, ce qu'on peut constater ici, c'est que entre les PME et les PMI, donc il y a une bonne circulation de la main-d'œuvre au niveau de ces PME et ces PMI-là. Voilà pourquoi ici, donc là, cette méthode originale du travail au niveau du Japon, cette organisation originale a bien porté ses fruits et a classé le Japon parmi sinon même le premier pays sur le plan commercial, sur le plan de développement industriel. Deuxième industriel derrière les États-Unis. Tape www.suividecolosénégal.com. À École